Bonjour et bienvenue dans cette émission Zone Bourse dans laquelle je vais vous parler du prix Nobel d'économie 2022. J'ai trouvé que c'était un prix Nobel vraiment très intéressant, surtout le thème qui a été choisi, on en parlera bien sûr tout au long de cette émission. Je trouve que c'est un thème qui est vraiment très intéressant. Alors il y a des choses qui ne changent pas, et notamment ce qui ne change pas, c'est que ce prix Nobel a été décerné à 3 Américains, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est ce qui se passe quasiment chaque année. Il y en a 2 qui sont moins connus, c'est Douglas Diamond et puis Philippe Dybvig. Et puis bien sûr, le plus remarqué, ça a été Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed de 2006 à 2014. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que tous les journalistes en fait, se sont focalisés là-dessus, se sont focalisés sur Bernanke. Souvent, le nom des 2 autres n'a même pas été cité. Souvent, même le thème des travaux a été à peine mentionné, alors que je trouve que c'est très intéressant. Donc en fait, on a Diamond et Dybvig qui ont travaillé en duo de leur côté, et puis on a Bernanke qui a travaillé plutôt en solo du sien, mais les 3 en fait ont travaillé sur le même thème, c'est-à-dire les banques et les crises financières. Et le jury du Nobel a estimé, là je le cite, qu'ils ont significativement amélioré notre compréhension du rôle des banques dans notre économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers. Les travaux qui sont récompensés datent de 1983, autant pour Bernanke que pour Diamond et Dybvig. Et justement, ces 2 derniers ont expliqué déjà pourquoi les banques existent, pourquoi elles sont vulnérables aux rumeurs et comment les protéger. Alors dans leurs travaux, ils expliquent que les banques reçoivent des dépôts des épargnants et puis que les banques prêtent aux ménages et aux entreprises. Mais ce qui est compliqué pour les banques, c'est que les épargnants d'un côté et les emprunteurs de l'autre n'ont pas le même horizon de temps. Par exemple, si vous êtes un particulier et que vous cherchez un prêt pour acheter un bien immobilier, ou bien si vous êtes une entreprise et que vous voulez un prêt pour acheter des machines, vous voulez être sûr qu'on ne va pas vous retirer l'argent au bout de 2 ans. Alors que de l'autre côté, les déposants, les épargnants, eux, ils mettent leur argent à la banque et ils veulent pouvoir le retirer à tout moment. Et c'est vrai que dans la plupart des situations, ce côté emprunt à long terme et puis dépôt à court terme ne pose pas vraiment de soucis. Ça se passe très bien dans 99% des cas. Quand vous allez payer vos courses au supermarché et que vous payez par carte bancaire, vous ne vous demandez pas si la banque va autoriser ou non le débit. En tout cas, si vous avez l'argent sur votre compte. Bien sûr, vous pouvez vous poser la question si vous êtes un peu limite. Mais si l'argent est sur le compte, vous ne vous posez pas la question de si votre argent est disponible ou non. Même chose du côté des emprunteurs. Vous ne vous demandez pas si vous avez un emprunt immobilier, si la banque ne va pas frapper à votre porte demain pour vous dire de tout rembourser alors que ce n'est pas quelque chose de prévu et que vous n'avez absolument pas vendu le bien immobilier par exemple. Donc c'est une situation qui ne pose pas de problème d'habitude. Diamond et Dybvig ont montré qu'une société fonctionnerait beaucoup moins bien sans banque. Parce que dans ce cas-là, il faudrait que les épargnants prêtent directement à une entreprise ou à un particulier pour 10 ou 20 ans. Donc là, on garderait le système des prêts de la même manière, mais au niveau des dépôts, ça mettrait vraiment une contrainte de liquidité qui est très compliquée. Ou bien, si on garde toujours l'aspect que les dépôts sont disponibles, mais il faudrait que les prêts soient remboursables à tout moment, ce qui serait ingérable pour un emprunteur qui a acheté un bien immobilier ou bien pour un emprunteur, une entreprise par exemple, qui aurait acheté des machines et avec un emprunt sur 10 ans, ce serait impensable qu'on puisse lui réclamer l'argent à tout moment. Et c'est ça en fait qui explique l'utilité des banques, qui vont bien sûr gagner de l'argent, notamment grâce à cette différence entre les taux plus élevés sur des prêts à long terme et des taux très faibles voire nuls sur des dépôts à court terme. Alors je vais faire ici une petite parenthèse puisqu'on parle des dépôts d'un côté et des crédits de l'autre au niveau d'un établissement bancaire. Vous savez, il y a cette croyance populaire qui dit que c'est les dépôts qu'on a mis à la banque qui servent à faire des crédits aux entreprises ou aux particuliers. C'est quelque chose qui est faux. En fait, la causalité est inverse. Ce sont les crédits qui créent les dépôts. C'est comme ça que marche la création monétaire. Et si vous avez un doute à ce sujet, je vous conseille de regarder ma vidéo, une vidéo qui est assez vieille maintenant et qui s'appelle « Qui crée l'argent et comment ?» Mais bon, je ferme cette petite parenthèse, mais juste comme on parle de dépôt et de crédit au niveau bancaire, c'est important de rappeler la causalité. C'est souvent une causalité inverse à celle qu'on pense. Bref, retour à nos prix Nobel. Les banques sont donc indispensables parce qu'elles font de la transformation de maturité. Mais, et il y a un énorme mais, ça crée une énorme fragilité pour les banques, parce qu'elles sont très vulnérables aux rumeurs. Et en fait, que ce soit vrai ou non, s'il y a une rumeur qu'une banque est à court de liquidité, les déposants vont courir à la banque, retirer leur liquidité, retirer leur dépôt, c'est ce qu'on appelle un bank run. Or, une banque, à n'importe quel moment, n'a jamais assez de liquidité pour rembourser tout le monde
en même temps, parce que normalement, en termes de probabilité, c'est quelque chose qui n'est pas censé se passer, uniquement quand on a justement des rumeurs, à nouveau, qu'elles soient justes ou fausses, de faillite. Et la banque va donc se retrouver à vendre tous ses actifs au rabais, ce qui même peut-être ne va pas suffire pour rendre tous les dépôts aux clients, et donc ça peut se terminer, et ça se termine parfois en faillite. Et en fait, ce que proposent les chercheurs, c'est que pour éviter ces faillites, il faut que l'État propose une garantie des dépôts. Comme ça, s'il y a une garantie, plus besoin de courir retirer ses dépôts en cas de rumeur. Les épargnants savent que leur argent ne risque rien, en tout cas jusqu'à un certain moment. Et c'est pour ça que cette solution, donc à nouveau qui a été proposée il y a une quarantaine d'années, cette solution, elle a été mise en place dans la plupart des pays développés aujourd'hui. Diamond et DeepVig ont aussi beaucoup travaillé sur la surveillance des banques, car les faillites, elles peuvent venir en cas de bank run, on l'a vu, mais aussi en cas de mauvaise gestion, d'où l'intérêt de bien réguler le secteur bancaire. Si on passe maintenant à Ben Bernanke, lui a plutôt fait un travail d'historien, en étudiant la Grande Dépression des années 30, et notamment le rôle de la faillite des banques sur la gravité et la longueur de cette crise. Avant l'article de Bernanke, l'opinion populaire, c'était que la crise aurait pu être évitée si on avait créé plus d'argent pour soutenir l'économie. Donc typiquement, ce qu'on a vu ces dernières années, on fait marcher la planche à billets, on baisse les taux directeurs, etc. Bernanke était assez d'accord avec cette approche, mais selon lui, le principal problème vient des banques, en fait. Le principal problème, c'est que les banques n'arrivaient plus à diriger l'épargne vers des investissements productifs. Beaucoup de banques ont fait faillite après la crise de 29 et celles qui restaient n'osaient plus prêter parce qu'elles avaient trop perdu d'argent avec des prêts qui n'ont pas été remboursés. Et donc l'épargne, les dépôts qu'ils recevaient restaient en fait dans des actifs liquides. Et en fait, c'est l'arrêt des prêts par les banques qui a précipité la faillite d'énormément d'entreprises, d'agriculteurs ou de ménages. Donc, selon Bernanke, la crise bancaire, ça n'a pas été en fait une suite de la crise économique. Pour lui, c'est vraiment la crise bancaire qui a amené cette crise économique. C'est une des causes en fait de la Grande Dépression. C'est l'une des causes en fait de l'aspect aussi profond et durable de cette crise de 29. Et en fait, cette vision-là, elle aide à comprendre pourquoi, quand la Fed, qui était présidée donc par ce fameux Ben Bernanke en 2008, a autant aidé les banques pendant la crise des subprimes et a autant popularisé la notion de too big to fail pour vraiment expliquer qu'on ne pouvait pas laisser les banques en faillite, même s'ils n'ont pas réussi à sauver Lehman. Et c'est vrai que cette approche-là a choqué beaucoup de personnes à l'époque parce que les banques étaient en grande partie responsables de cette crise des subprimes. Donc on se demandait pourquoi est-ce qu'il y a autant d'efforts et autant d'argent des citoyens américains ou européens potentiellement qui ont servi à sauver les banques en fait. Mais en regardant les travaux de Bernanke, on comprend beaucoup mieux pourquoi c'était selon lui la seule chose à faire. Alors j'avoue que quand j'ai vu les lauréats en fait de ce prix Nobel 2022, j'ai été plutôt surpris. Alors bien sûr, j'ai été surpris par Ben Bernanke parce que pour moi, c'était plutôt un exécutif plutôt qu'un chercheur. En fait, je ne savais pas du tout qu'il avait écrit ces papiers dans les années 80-90. Et puis l'autre aspect qui m'a surpris, c'est le thème en fait qui a été récompensé, puisque le thème, c'est en fait cette explication que je vous ai fait qui explique pourquoi il faut absolument sauver les banques et pourquoi elles sont si utiles à l'économie. Et l'autre chose qui m'a surpris, c'est cet aspect en fait de récompenser en 2022 des articles qui ont été écrits en 83. En fait, c'est plutôt une série d'articles qui ont commencé en 83, mais ça fait quand même 40 ans. Alors, c'est pas nouveau, dans le prix Nobel d'économie, on récompense souvent des travaux qui sont très vieux. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, en fait, ces travaux ont été un peu sous-estimés pendant des années jusqu'à la crise financière et bancaire de 2008. C'est là vraiment que ces travaux ont trouvé toute leur importance. Et puis, ça a même duré parce qu'après toutes les réglementations qui ont été mises en place, donc MIFID 1, MIFID 2 en Europe ou bien le Dodd-Frank Act aux États-Unis, donc qui ont lieu après la crise de 2008, ils ont été finalement basés et inspirés sur ces travaux. Donc même si ce sont des travaux qui ont une quarantaine d'années, ils sont finalement plutôt d'actualité aujourd'hui. En tout cas, plutôt d'actualité pendant la crise financière de 2008. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même raccrocher ça à l'actualité récente, puisqu'on voit, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de bank run, de banques qui étaient menacées de faire faillite, etc. On a eu Deutsche Bank dans les années 2010, mais très récemment, on a eu, vous l'avez sûrement entendu parler, toutes ces rumeurs autour de la solidité financière de Crédit Suisse. Et c'est là où on voit que
même le grand groupe bancaire suisse, qui a eu pas mal de soucis du côté de sa banque d'investissement, même un groupe comme ça, quand il y a des rumeurs qui commencent à circuler dans le marché ou des rumeurs de liquidité, voire même de faillite, elle est obligée de réagir, elle ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ce sont, donc on en a discuté, des rumeurs autoréalisatrices. Et donc la banque se retrouve très probablement obligée de faire une augmentation de capital et a priori plutôt au pire moment. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la confiance, la crédibilité, ce sont les actifs principaux d'une banque. Et même la banque la plus solide du monde, s'il commence à y avoir des rumeurs sur sa fragilité, sur sa solidité financière, finalement, ça va être extrêmement compliqué pour elle de s'en sortir, ou en tout cas de s'en sortir sans casse. Donc voilà, c'est quelque chose qui doit absolument être maintenu à tout prix par les banques, évidemment, elles-mêmes, mais aussi, on l'a vu, en tout cas selon les chercheurs du prix Nobel, par les autorités, que ce soit les banques centrales, les autorités du pays ou les autorités de marché. Voilà, dites-moi si vous avez un avis, ce que vous pensez de ce prix Nobel 2022. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi, surtout sur des sujets de ce type-là, qui sont des sujets plus techniques, même s'il n'y a rien vraiment de technique dedans, mais ça me tient à cœur quand même de faire des vidéos, puisqu'il n'y en a aucune sur ce type de sujet, en tout cas dans le monde francophone. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ces vidéos ou ce podcast vous plaît. Voilà, mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, merci de tout votre soutien, et puis à bientôt pour une prochaine émission.